Une faute énorme, mais celle d'un seul homme. C'est toujours la défense du gouvernement et du président de la République en pleine affaire Cahuzac. Le président qui n'a pas l'intention de remanier maintenant l'équipe de Jean-Marc Ayrault, on l'a entendu hier soir. En tout cas, toujours beaucoup de réactions ce matin. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, propose carrément de changer de République. Amandine Atalaya. Sur sa gauche aussi, François Hollande est bousculé. Pour Jean-Luc Mélenchon, les Français sont à bout. Ils aspirent, je crois, aujourd'hui on peut le dire, par millions à un bon coup de balai. Il faut le faire avec les formes de la démocratie. C'est la raison pour laquelle je propose que nous fassions une marche citoyenne pour la 6e République. D'autres partis réclament une dissolution ou un référendum, mais c'est l'impasse. François Hollande refusant l'électrochoc que beaucoup préconisaient. Un mensonge qui a couvert une fraude, laquelle portait atteinte gravement au crédit des fonctions publiques, de l'État, du gouvernement et des administrations dirigées par le ministre concerné. Dans un texte provoqué par des révélations journalistiques, il y a de cela 40 ans, il s'agissait des documents du Pentagone concernant la guerre du Vietnam, la philosophe Hannah Arendt réfléchissait sur cette notion du mensonge en politique. Et c'est dans ce texte qu'elle expliquait la mission d'une importance considérable d'une presse libre et non corrompue au service du droit à une information véridique et non manipulée, sans quoi la liberté d'opinion n'est qu'une cruelle mystification. Telle est la ligne de Mediapart. Apporter des informations d'intérêt public au service des citoyens pour qu'ils soient libres et autonomes. Notre première obligation est à l'égard des citoyens. Notre première rigueur est le respect de la vérité. Notre première discipline, la vérification. Comme vous venez de le dire, Monsieur le Président, la seule limite à notre témoignage sera le respect du secret des sources qui protège les citoyens eux-mêmes, ces lanceurs d'alerte qui permettent que des vérités parfois dérangeantes soient enfin mises au jour. Afin de faciliter vos travaux par un heureux hasard de date, Mediapart a rassemblé dans ce livre-ci l'ensemble de son enquête, des 4 mois d'enquête menée par Fabrice Arfi et des près de 4 mois qu'il a fallu assumer afin de défendre cette enquête et afin que la vérité soit enfin reconnue. Je vous propose, en dépassant peut-être les 15 minutes introductives, Monsieur le Président, que nous nous partagions la tâche, Fabrice Arfi et moi. Fabrice Arfi a mené cette enquête. Il va d'abord vous dire ce que nous avons révélé, ce qui était su de tout le monde, y compris de vous tous parlementaires, dans la période qui va du 4 au 20 décembre 2012. Ensuite, pour ma part, j'apporterai des précisions sur ce qui est l'objet même de vos travaux, les dysfonctionnements au cœur du pouvoir exécutif. Mesdames, Messieurs, donc comme vient de le dire Edoui Plenel, je vais essayer, sans faire trop long, de raconter ce qu'a été de l'intérieur l'enquête de Mediapart avant l'article du 4 décembre, simplement pour comprendre d'où nous avons enquêté, et entre le 4 décembre et le 21 décembre, une chronologie précise et factuelle de ce qui s'est passé. Alors, avant le 4 décembre, j'ai eu l'occasion de le raconter, mais évidemment le redis là. L'enquête de Mediapart est née inconsciemment, en quelque sorte, sur l'affaire Cahuzac avec l'affaire Bettencourt. Et des questions, une affaire Bettencourt que nous connaissions bien, évidemment, pour l'avoir révélée en juin 2010, qui se sont posées assez rapidement sur éventuelle clémence ou complaisance ou pudeur d'un député qui était président de la commission des finances à l'époque, Jérôme Cahuzac,
concernant M. Éric Woerth, ministre du Budget, dont les informations, les faits, le mettaient en difficulté et en cause dans cette affaire. Je pense notamment à une intervention de M. Cahuzac le 20 juin 2010 au micro d'une radio, c'était Radio Judaïka, où il a dit « Il n'y a pas d'affaire Bettencourt », je cite, « Woerth est un honnête homme ». 2 ans plus tard, alors qu'il devient ministre du Budget, dans une période de crise que nous connaissons, une période de rigueur, d'austérité, de chômage, l'un des premiers actes de M. Cahuzac, ministre du Budget, a consisté à commander à un ami, un universitaire de Pau, le professeur Philippe Terner, un rapport qui fait 15 pages, dont 8 étaient concernés le sujet requis, à savoir l'affaire de l'hippodrome de Compiègne, une autre affaire judiciaire qui met en cause M. Woerth. Ce rapport commandé par M. Cahuzac a littéralement blanchi Éric Woerth dans les faits qui lui étaient reprochés. Un rapport qui a été fait au doigt mouillé par le professeur Terner, puisqu'il n'avait pas, en tout cas à l'aveugle, il n'avait pas les pièces du dossier, alors que les 3 experts de la Cour de justice de la République, qui enquêtaient depuis des mois sur cette affaire de l'hippodrome de Compiègne, avaient rendu un rapport, lui, autrement plus consistant de 155 pages, qui accablait M. Woerth. Voilà d'où est partie l'enquête de Mediapart. Ces relations étranges dont le secret n'est pas encore percé entre 2 ministres du Budget, l'un ancien, l'autre en exercice, messieurs Woerth et Cahuzac. Alors, moi, j'assume parfaitement l'idée selon laquelle, dans mon métier, il faut parfois avoir l'esprit mal tourné. Quand on a vu juste, on dit qu'on a eu une intuition, et puis quand on a faux, on appelle cela un a priori. Donc nous ouvrons des portes, nous les fermons, nous cherchons. Et c'est de là qu'est partie l'enquête de Mediapart au mois de juillet 2012 sur ce qui deviendra plus tard l'affaire Cahuzac. Donc je ne savais pas ce que j'allais découvrir. Mais comme à Mediapart, nous avons créé les conditions de notre obsession, le journalisme, y compris quand il doit déranger, j'ai eu du temps pour le perdre. Et donc enquêter sur M. Cahuzac, sur ses réseaux, son passé, ses activités professionnelles, son travail de parlementaire, ses influences ou ses liens avec telle ou telle industrie pharmaceutique. Et de fil en aiguille, j'ai pu découvrir ce que l'on a appelé le compte suisse de M. Cahuzac. Alors la découverte du compte s'est appuyée sur plusieurs choses pour Mediapart. Évidemment, on en a beaucoup parlé, un enregistrement qui montrait que celui qui parlait encore le mieux du compte suisse de Jérôme Cahuzac était Cahuzac Jérôme, un enregistrement que beaucoup n'ont pas voulu voir ou plutôt n'ont pas voulu entendre pendant de très longues semaines. Cet enregistrement, quand nous le publions, bien sûr, nous en savions tout, qui était le détenteur et quelles étaient les circonstances, certes rocambolesques, de son obtention. Et ce n'est pas parce que c'est rocambolesque que c'est faux. Dans l'enquête, j'ai pu également avoir accès à un mémoire d'un agent du fisc qu'on a voulu décrédibiliser pendant de très longues semaines, l'inspecteur Garnier, qui était, je le rappelle quand même, l'un des inspecteurs les mieux notés en France quand il travaillait dans le Lot-et-Garonne, un mémoire du 11 juin 2008, et on rejoint l'intuition de départ, qui était adressé à Éric Woerth. Un mémoire de juin 2008 où cet inspecteur du fisc disait avoir eu des informations provenant de 2 aviseurs extérieurs à l'administration fiscale, lui faisant état d'un éventuel compte caché à l'étranger de M. Cahuzac. Il a dit qu'il avait consulté le dossier fiscal de M. Cahuzac, qu'il n'avait pas les moyens de vérifier ou d'infirmer cette information et qu'il demandait une enquête fiscale poussée pour pouvoir établir la vérité des faits. Cette enquête, alors que l'administration fiscale était dirigée par M. Woerth, lui a été refusée. Et bien sûr, comme dans toute enquête journalistique, parfois nous avons des documents,
C'était le cas dans l'affaire Cahuzac, comme je viens de le dire, mais nous avons toujours des sources. Et toute l'histoire du journalisme est ainsi bâtie, et nous devons les protéger. Alors, comme l'a dit Edoui Plenel, nous ne les protégeons pas par corporatisme ou souci de pouvoir se cacher derrière le petit doigt de la loi pour faire n'importe quoi. Ça n'est pas les journalistes que l'on protège dans la protection des sources, ce sont les sources. C'est-à-dire, ce sont les citoyens qui décident un jour de venir alerter la presse, et c'est à nous d'en assumer, une fois que nous avons vérifié les révélations, les conséquences, y compris devant la loi, parce que nous ne sommes pas évidemment au-dessus de la justice. Je dois dire que j'ai rarement eu, dans une enquête, autant de sources qui m'ont permis de recouper une information, aussi brûlante fût-elle. Un ministre du budget a un compte caché à l'étranger. Sans évidemment révéler l'identité des sources, je peux dire qu'elles étaient banquières, financières, liées au service de renseignement dans les entourages de la personne concernée, fiscale et politique. Tout cela nous a amené a publié le 4 décembre un article sobrement titré « Le compte suisse de Jérôme Cahuzac ». Après cela, après le 4 décembre, Mediapart, évidemment, n'a pas arrêté son enquête. Nous l'avons poursuivi pendant de longues semaines et de longs mois, y compris dans un climat de défiance à l'égard de Mediapart assez particulier quand il n'était pas extravagant. Une toute petite précision par rapport à ce climat. Je n'ai aucune difficulté à ce qu'on soit prudent vis-à-vis des informations d'un journal qui accuse, entre guillemets, un ministre du budget d'être lui-même un fraudeur fiscal. Évidemment, personne ne peut partir flamberge au vent sur une information comme celle-là. Mais que nous soyons devenus les accusés numéro 1 de notre propre enquête, que nous ayons été considérés nous-mêmes comme je l'ai entendu, des procureurs au petit pied, des journalistes de bûcher, ou un danger pour la démocratie, comme certains politiques ou certains de mes confrères l'ont dit, je trouve cela parfaitement extravagant et révélateur d'un déficit culturel vis-à-vis d'un journalisme quand parfois, et oui, il dérange, il crée de l'intranquillité. Que s'est-il passé après l'article du 4 décembre ? Je vais faire là, le plus rapidement possible, et excusez-moi si je suis long, un récit chronologique factuel. Le 5 décembre, Mediapart publie un article titré « L'aveu enregistré ». C'est la révélation de l'enregistrement dans lequel M. Cahuzac, fin décembre 2000, s'inquiétait de l'existence de son compte à l'UBS, avec des mots que l'on connaît, où il y avait, au-delà de l'authentification que nous avons pu faire de la voix de M. Cahuzac grâce à des entourages de l'intéressé, des éléments d'information factuelle dans l'enregistrement qui montraient qu'il pouvait évidemment s'agir de Jérôme Cahuzac, puisqu'il disait fin 2000, il n'est pas exclu que je deviens maire en mars 2001. En effet, en mars 2001, M. Cahuzac est devenu maire de la commune de Villeneuve-sur-Lot. Le 6 décembre, le ministre du budget de l'époque annonce le dépôt d'une plainte en diffamation contre Mediapart. Alors, il utilise un article particulier du Code pénal et de la loi de 1881 sur la presse, qui est l'article 48-1 bis, puisqu'il dépose plainte en tant que membre du gouvernement diffamé, ce qui oblige légalement la garde des Sceaux à mettre en branle l'action publique. Une enquête est ouverte. Il est étonnant de constater, et nous l'avions dit dès les premiers jours, dès que nous l'avions vu, que la plainte est déposée le 6 décembre, mais ne vise que l'article du 4 décembre. Elle ne vise pas l'article du 5 qui révèle l'enregistrement. Et d'ailleurs, l'enregistrement ne sera jamais contesté judiciairement par le ministre du Budget. La semaine suivante, une autre plainte sera déposée par M. Cahuzac, cette fois avec constitution de partie civile, qui provoque la désignation d'un juge d'instruction et un temps d'enquête beaucoup plus long, et donc qui repousse plus loin la perspective d'un procès, alors que sa première plainte aurait valu un procès quelques semaines plus tard. Et j'ai tendance à penser que M. Cahuzac ne voulait pas de procès public sur nos informations. Le 11 décembre, Mediapart publie son troisième article de révélation, en quelque sorte, sur cette affaire, sur celui que nous avions appelé « l'homme qui sait tout ». Je parle d'Hervé Dreyfus, le gestionnaire de fortune de M. Cahuzac, qui, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ou peut-être est-ce paradoxal, mais je crois que M. Cahuzac n'est peut-être pas le personnage principal de l'affaire Cahuzac. Je pense que ce personnage principal est Hervé Dreyfus. Et
c'est le 11 décembre que pour la première fois dans l'histoire de cette affaire est révélée non seulement l'identité d'Hervé Dreyfus, mais celui de la société pour laquelle il travaille, Rail, la société Rail et compagnie, qui a été en quelque sorte une cheville ouvrière de la dissimulation fiscale, une société écran qui a permis la dissimulation fiscale des avoirs de M. Cahuzac et d'autres fortunes françaises, comme nous l'avons raconté. Nous racontions dans cet article du 11 décembre, y compris les ramifications jusqu'à Singapour de Rail. C'était cité, Singapour, dans l'article du 11. Le 11 est une date importante car il s'est passé ce jour-là plusieurs choses, même si nous l'apprendrons plus tard. C'est ce jour-là, le 11, qu'un avocat de M. Cahuzac, Edmond Tavernier, un avocat suisse, qui fut également l'avocat de Mme Bettencourt, fait une étrange demande à UBS, anonyme, sans dire quel client il représente, pour savoir si UBS pourrait lever le secret bancaire et donner en quelque sorte un brevet de moralité fiscale à Jérôme Cahuzac si la question lui était demandée de confirmer qu'il n'avait pas de compte hébergé là-bas depuis longtemps. Alors c'est très intéressant et on l'a un peu oublié, mais cette demande de levée du secret bancaire, Jérôme Cahuzac, contrairement à ce qu'il a annoncé publiquement, ne l'a jamais faite. UBS a dit oui, il y a une manière très simple, il y a une question à formuler pour que UBS réponde positivement ou négativement sur le fait que M. Cahuzac avait un compte en Suisse. En dépit de ces affirmations publiques par le ministre du Budget, cette question ne sera jamais formulée. Si M. Cahuzac avait posé la bonne question, voulez-vous bien me donner toutes les informations concernant notre relation client à UBS? UBS aurait répondu, bien sûr, voici, vous avez ouvert votre compte en 1992, etc., etc. Cette question n'a jamais été posée. Il suffisait simplement d'un papier blanc et d'un stylo. Pas besoin de mettre en branle les moyens de l'État pour interroger l'administration fiscale. Jérôme Cahuzac n'a jamais posé cette question. Oh, no, I don't go there pretty much because that's hard. I mean, you can talk about, I talk about the economy and the idea of like the new... About the Wall Street people. Oh, yeah. You can give them a huge hard time. I talk to them about being like a group of junkies who've relapsed, going, listen, man, I just need some liquidity, you know what I'm saying? I just ran into some bad subprime, you know? We just had complex formulas. We just didn't factor in greed and panic, you know? I just need $805 billion by Tuesday. Yeah, no, seriously. No, I would not screw you again. It's pretty crazy. I've learned my lesson. No, baby, this is not like the other time. No, seriously, I just throw me a bed here, baby. Help me out. Just give me a little bit. Yeah, just a taste. That's all I need is a taste. I need $2.5 trillion. I'll pay you back. Get me through 1 week. Yeah, it's like 1 week. I'll be all right.